Ladies and gentlemen, welcome back. Welcome back for Mesdames et messieurs, soyez à nouveau les bienvenus après cette session d'introduction, ce panel d'introduction sur le changement climatique et l'enseignement. Nous continuons maintenant à voir comment les professeurs peuvent devenir des agents du changement. Et donc, on a déjà touché un mot dans la session précédente. Et évidemment, tout ceci est étroitement lié à ce que l'on fera demain, puisque demain, nous parlerons des écoles vertes et de la résilience. Et nous allons évidemment parler des jeunes, comment intégrer ces jeunes dans tout ce que l'on fait aujourd'hui. Parce que peut-être ce que l'on ne voit pas beaucoup ici, finalement, ce sont les jeunes dont il est question ici. Il y a quelques éducateurs dans la salle. Et ça, c'est chouette parce que ça vous concerne vous, évidemment. Et encore plus cette session-ci, puisqu'il est question de transformer les professeurs en agents du changement climatique. Et donc, c'est ce pouvoir de transformation dont Daniel Tilbury a déjà parlé. Nous avons différents intervenants. Alors, on va commencer par une vision plus mondiale. Comment les enseignants peuvent-ils intégrer le changement climatique dans leurs cours? Et puis, nous allons passer à une professeure du Sénégal qui sera avec nous et en ligne, et puis voir toutes les choses où elle peut être soutenue afin de pouvoir véritablement faire quelque chose, de commencer à bouger et à faire changer son approche par rapport donc au changement climatique et à l'éducation. Alors, avant de commencer, je voudrais vous demander encore à tous de reprendre le menti.com avec le code 52 27 00 89. Et la première question, l'enseignement sur le changement climatique. Si je vous pose cette question, enseigner sur le changement climatique, quelle est, à votre avis, la motivation des professeurs et quelle est la confiance des professeurs? Hélène, puis-je avoir le multimètre sur écran, s'il vous plaît? Merci. Nous voyons ici la motivation et la confiance des professeurs. Alors, en fait, en bleu ici, vous voyez la portée. Personne ne pense, en tout cas peu d'entre vous, pensent que les professeurs sont confiants. Ils n'en sont pas vraiment confiants, mais ils sont motivés. Donc, cela nous laisse des marges de manœuvre, mais je pense qu'il est maintenant temps de vous présenter Lenny Keeper, qui est à côté de moi. Elle est à Bruxelles, vous vivez à Bruxelles, vous êtes de Bruxelles. Il y a d'autres personnes que vous entendront aujourd'hui. Nous viendrons du Sénégal, d'Afrique du Sud, et puis nous aurons également une autre personne qui sera ici à Bruxelles. Donc, en fait, on aura un mélange des deux. Lenny, vous venez du syndicat global des professeurs. Alors, où se trouvent les professeurs en termes de changement climatique, de l'intégration de ce changement climatique dans leurs cours? Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot de cette question? Merci. Merci à tous. Bonjour à tous. Merci à Educate de nous avoir invités dans cet espace. Merci encore aux interprètes de nous permettre ce dialogue que nous avons. Comme on l'a dit, je suis Lenny Capin, je suis
coordinatrice au secrétariat ici du syndicat mondial ici à Bruxelles. Avant cela, j'ai été euh, professeure et donc je parlais des actions civiques. Alors, Éducation internationale, c'est un syndicat donc mondial d'enseignants. Nous représentons 353 organisations membres, plusieurs millions donc d'enseignants dans 177 pays à travers le monde. Nous avons différents défis à relever, mais l'un qui est commun, c'est finalement le changement climatique à leur porte. Ça signifie qu'il n'est pas d'eau ou qu'il y ait trop d'eau. Alors, en tout cas, ils l'expérimentent. Alors, on le sait, tout le monde n'est pas affecté par cette crise de la même façon, particulièrement les, les personnes vulnérabilisées, les femmes, les jeunes filles, etc. Alors, quand on réfléchit finalement à la manière dont le changement climatique impacte l'éducation, on l'a déjà dit, on voit que des écoles sont détruites au Pakistan, dès le début des inondations, il y a des milliers d'écoles qui ont été effacées de la carte et il y en a encore plusieurs milliers qui ont été transformées en abris. Et donc, quand on voit ce genre de crise, il y a également une insécurité économique de la part des étudiants. Ils perdent leurs revenus, etc. Donc, c'est une crise qui a un impact extrêmement différent. Par contre, il y a une bonne nouvelle et je peux vous la partager. Quand on voit sur le Mentimeter, vous avez raison par rapport à ce que euh, les recherches ont montré. Autour du monde, les enseignants sont motivés à intégrer le changement climatique dans leurs cours. L'année passée, l'UNESCO a réalisé une étude, 6 000 enseignants autour du monde, et on a pu voir que 93% d'entre eux pensaient que le changement climatique devait faire partie de leur cours. Mais ce que l'on voit, c'est que 40% seulement se sentaient capables de le faire. Et donc, alors, difficile d'enseigner si vous n'êtes pas à l'aise avec la matière à enseigner. Je pense que c'est une question de logique ici. Et donc, ce que ça signifie, c'est qu'ils n'avaient pas les pédagogies, ils n'avaient pas les bonnes ressources, ils n'avaient pas les bons ensembles de connaissances et de compétences. Et donc, en fait, ils n'étaient pas vraiment informés sur la manière dont ils pouvaient aborder la crise climatique et tout ce qui est résultat émotionnel que l'on peut voir dans la classe. On sait qu'à travers le monde, les étudiants vivent de plus en plus d'anxiété, de dépression quand ils réfléchissent à la crise climatique. Donc, la question est de savoir aussi comment on reprend tout cela dans une classe. Alors, bien souvent, on pense que les plus jeunes vont dans la rue euh, et on peut voir en fait que c'est un sujet intergénérationnel. Donc, plus les professeurs sont expérimentés, plus ils souhaitent également le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde, tous les âges. Et donc, et les cours sont parfois standardisés. Comment intégrer cela? Et on réfléchit de nouveau à ce que Daniela a dit, comment bouleverser finalement le système éducatif, comment le perturber positivement, de sorte à ce que le changement climatique ne soit pas quelque chose que l'on ajoute, mais qu'il soit vraiment partie intégrante. Alors même s'il y a beaucoup d'obstacles encore, ce que l'on sait, c'est que les gouvernements autour du monde solidifient ces obstacles. La COP26 avait donc finalement une recherche et
Donc, il s'agissait de déterminer les contributions nationales, les NDC, qui sont en fait les objectifs fixés par les gouvernements dans le cadre des accords de Paris pour réduire leurs émissions. Donc, la question, en fait, ici est de voir comment on peut avoir cela. Comment on peut intégrer le changement climatique dans ce domaine? Alors, tout d'abord, il y a une analyse de 133 NDC. On a pu voir donc que les gouvernements n'incluent pas l'enseignement au changement climatique comme une manière de réduire les émissions de carbone. Moins d'un tiers le faisait. On a pu voir que seulement 12 NDC l'incluaient. 11 NDC mentionnaient simplement le mot professeur et aucun ne mentionnait les enseignants ou leurs syndicats comme une partie prenante. Donc, on peut voir vraiment une disconnexion ici. Il y avait finalement un fossé entre qui peut faciliter cet enseignement ou pas. Et donc, en fait, ce qu'on a pu voir également, c'est que les pays qui étaient le plus responsables de la crise carbone, les plus gros émetteurs, étaient finalement les plus réticents à intégrer cela. Tandis que les pays les plus vulnérables étaient plus Vanuatu ou les îles Marshall, par exemple, sont deux exemples d'inclusion importante. Et donc, IA continue donc ses recherches. Nous avons la COP27 en Égypte qui va commencer d'ici peu. Il va donc y avoir un petit rafraîchissement sur les NDC. Et donc, on a parlé donc d'enseignement de qualité au changement climatique. Qu'est-ce que ça signifie pour les enseignants et pour EA? Eh bien, EI avait une campagne Teach for the Planet où on a en fait défini ce que l'on voulait dire par cette éducation à l'enseignement climatique. Nos membres à travers le monde ont plaidé auprès des gouvernements, des autorités publiques. Nous avons donc maintenant une bonne compréhension de ce dont nous avons besoin. Donc pour nous, quand on parle de cette éducation de qualité au changement climatique, eh bien, c'est une éducation qui permet à tous les étudiants autour du monde d'être équipés avec les bonnes compétences pour construire un avenir plus durable, pertinent dans leur contexte, participer à une transition verte et juste, imaginer finalement l'avenir qu'ils voudraient voir. Ça signifie que il y a un cours qui soit donc transversal dans tous les sujets. Ce n'est pas simplement un sujet qu'on aborde en biologie, en secondaire, mais c'est plutôt vraiment quelque chose qui doit être abordé tout au long de l'enseignement. Et donc, c'est un cours, c'est un curriculum avec une vision complète et qui intègre à la fois les sciences occidentales et les sagesses autochtones. Quand les deux travaillent ensemble, eh bien, ça fonctionne mieux et ça va davantage rester dans la communauté. Ça signifie également que on engage nos étudiants dans des engagements civiques, des actions civiques qu'ils peuvent aller dans leur communauté, les transformer et obtenir ce qu'ils veulent voir. Alors, par rapport à ce que Daniela a dit plus tôt, ça va au-delà finalement, au-delà du programme scolaire. Dans notre programme, on plaide pour différents changements qui doivent être faits dans nos systèmes pour permettre aux enseignants de le faire, parce qu'effectivement, les enseignants veulent transformer l'éducation, mais ils doivent en avoir les moyens. Alors, de quoi ont-ils besoin pour faciliter ce changement? Évidemment, du développement
Vous ne pouvez pas enseigner ce que vous ne connaissez pas et donc ils ont besoin d'une formation professionnelle qui soit continue, qui soit, permanente. C'est un développement qui est créé avec, les enseignants, qui soit accessible. C'était aussi quelque chose qui est extrêmement important et quelque chose qui finalement ait du sens. Et donc les ressources qu'ils ont besoin, que ce soit un programme scolaire, enfin en tout cas, il faut leur donner les ressources nécessaires. Il faut aussi s'assurer que ils aient une autonomie, professionnelle et une liberté académique. Heu, il faut aussi s'assurer de protéger les droits du travail des enseignants. Les enseignants doivent, avoir des droits et donc particulièrement dans les systèmes où il y a encore un certain scepticisme et donc il est question en fait, d'enseigner aux étudiants tout ce qui est, finalement scepticisme et méconnaissance. Alors, nous passons vers une économie verte. Nous avons cette transition. Les enseignants doivent être à la table de négociation pour pouvoir en faire partie, de sorte à ce que l'éducation au changement climatique, ce ne soit pas simplement quelque chose que l'on donne aux enseignants, mais qui finalement couvre toute la société. Il y avait un commentaire au début disant qu'il fallait éviter les silos. Effectivement, c'est quelque chose avec laquelle nous sommes complètement d'accord. Euh, alors, l'enseignement est une profession extrêmement féminine et donc on est un peu au centre de l'inégalité entre les genres et la crise climatique. Et donc, les problèmes et les solutions, comme toujours, se croisent. Et donc, il y a une étude il y a à peu près 10 ans qui date de 2013 et qui a analysé en fait les liens entre l'éducation des femmes et la réduction des risques naturellement. Et dans 130 pays, avec les femmes qui avaient reçu 3 années d'enseignement secondaire inférieur, avaient 30 de chances de décès en moins en cas de catastrophe. Alors, ce qui est important, c'est que avec les bons investissements dans les systèmes publics, évidemment, c'est toujours de l'espoir. euh, Nous devons nous assurer que tout type de transformation puisse être réalisé et durable. Donc, les enseignants s- sont prêts à être à la table, sont prêts à être partie intégrante de cette perturbation. Mais ce que l'on aimerait voir, nous tous, nous aimerions tous voir ce changement devenir réalité. Merci. Merci beaucoup. A question here that I have, which we kind of addressed a bit. Alors, j'ai une question à vous poser qui a peut-être été effleurée mais pas abordée de façon peut-être plus approfondie au cours du débat précédent. Les éducateurs et les enseignants sont très motivés, ils sont confiants quant à la possibilité de le faire, mais pensez-vous que ce soit leur rôle que d'agir par rapport au changement climatique? Quel est leur rôle au niveau du changement climatique dans son ensemble? C'est un défi de société auquel on est confronté. Et quel serait dès lors leur rôle spécifique en la matière? Est-ce que vous avez réfléchi à ce concept? Alors, ce qu'on considère, c'est que si on se penche sur la situation actuelle, celle dans laquelle nous nous trouvons, nous constatons que très, très souvent, les enseignants sont tenus à l'écart des décisions. Donc, il serait important peut-être de les impliquer dans le processus pour qu'ils soient en mesure d'agir.
parce que nous sommes dans un status quo actuellement et la solution serait probablement de les inviter à la table et de leur demander de donner leur avis sur ces questions, parce qu'effectivement, c'est leur travail d'agir sur ces questions. Mais est-ce que vous auriez des exemples concrets à donner quant à la façon de les impliquer? Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous donner en disant, eh bien voilà, c'est une bonne façon de procéder ou de changer que pour pouvoir les prendre en considération? Alors, je pense qu'en ce qui concerne l'élaboration des programmes, en tout cas, je puis parler de ma propre expérience en tant qu'enseignante aux États-Unis. Très, très souvent, le programme est donné à une école et puis cette école doit se charger de le mettre en œuvre, mais ce n'est pas un programme qui est nécessairement développé avec l'aide d'enseignants qui sont dans des classes, ou ce n'est pas nécessairement développé par quelqu'un qui aurait été impliqué dans le système pendant une vingtaine d'années, qui aurait une pratique et une expérience. Donc, au lieu de développer ce type de programme et de partir d'une page blanche, il serait peut-être intéressant d'obtenir l'adhésion des enseignants et de les inviter à être partie prenante pour qu'ils puissent déployer ces programmes. Alors, un exemple que vous pourriez nous donner en la matière, non, je n'ai pas d'idée précise à vous proposer, mais d'ici quelques instants, nous aurons probablement la possibilité de revenir sur ces différents éléments et nous aurons la possibilité de faire intervenir cet enseignant qui pourra parler effectivement des enseignants et de la façon dont on peut être un agent de changement en la matière. Alors, comment est-ce qu'un enseignant peut dispenser son enseignement et être un véritable agent de changement? Comment inciter à cette transformation? Ces vecteurs de changement dans la société dont on a besoin pour faire face à au changement climatique. Continuous professional development, create platforms and networks like Créer des plateformes et des réseaux comme Teach Up 2030. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. Non, je ne la connais pas. Moi non plus, je ne suis pas familier de cette plateforme. Donc, recevoir une formation par rapport au changement climatique, avoir des outils qui soient adaptés au développement continu qui surviennent, formation et numérisation des enseignants, avoir des programmes qui soient beaucoup plus efficaces. J'entends beaucoup parler d'intégration. Intégrons les enseignants au changement climatique, essayons de faire en sorte que cela soit intégré et partie intégrante de l'éducation au changement climatique. Est-ce que cela fait écho en vous, ce que vous voyez apparaître ici à l'écran? Ah, n'oubliez pas d'utiliser le micro, bien sûr. Oui, désolé. Oui, les espaces hybrides, on a difficile à s'y habituer, quoi qu'il en soit. Ce qui attire mon regard, c'est le fait qu'il faut les impliquer dans des actions qui vont permettre de perturber en quelque sorte le dispositif qui est en place et de le bouleverser. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui attire votre regard en particulier? Mais tout simplement parce que je pense qu'il y a effectivement un véritable potentiel à créer des synergies, notamment par rapport au changement climatique. Il y a effectivement, me semble-t-il, une façon d'appréhender ces thématiques et de faire face à d'autres défis fondamentaux auxquels nous sommes confrontés. Et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont été à la barre en ce qui concerne ce mouvement. Et je pense qu'il devrait être important pour nous de pouvoir dégager l'espace nécessaire que pour pouvoir y travailler. Est-ce qu'au niveau de l'international de l'éducation, c'est le type d'approche que vous tentez de privilégier? Oui, bien entendu, on s'est toujours focalisé sur ces questions-là au niveau de l'international de l'éducation. On a toujours veillé à ce qu'il y ait un espace de dialogue qui existe entre les syndicats d'une part et les gouvernements d'autre part. Donc, on s'est toujours focalisé sur la création de cet espace. Et puis, nous avons également toujours tenté d'encourager les droits collectifs en matière d'organisation, par exemple des enseignants. Si vous voulez, par exemple, dispenser un enseignement en matière de changement climatique, si vous voulez participer à des manifestations, etc. Mais on a toujours essayé effectivement de voir ces choses-là par le prisme des répercussions que cela peut avoir pour nous. Merci beaucoup à vous, Lénie, qui était, je le rappelle, la représentante de l'International de l'éducation. Plusieurs personnes qui sont en ligne avec nous et qui sont et entre autres, nous avons une enseignante, donc Ngossé Fall, qui voilà. Bonjour Ngossé. Bonjour Madame Fall. Nous entendez-vous?
Elle est en train d'ajuster. Bonjour, bonjour, nous entendez-vous? Nous recevez-vous? Ah. Important de pouvoir nous entendre. Bonjour, est-ce que vous nous Bonjour, recevez? Ah, voilà, on vous entend. vous Parfait. m'entendez bien? Oh, merci. Oui, on vous entend. Alors, on vous avait demandé en tant qu'enseignante, parce que vous avez été enseignante, maintenant je crois que vous travaillez aussi en tant qu'inspectrice de l'éducation au Sénégal. Courte introduction, qui êtes-vous? Voilà, bonjour à tout le monde. Je me nomme Madame Gossefal. J'ai été professeure de sciences de la vie et de la terre au Sénégal. Actuellement, je suis inspectrice vie scolaire, chargée du pilotage du système éducatif à l'inspection d'académie de Thiès et chargée également de la formation des enseignants. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez vous-même aussi le fait que les enseignants, en tout cas les enseignants que vous côtoyez, est-ce que vous remarquez aussi leur motivation de vouloir enseigner quelque chose, de vouloir enseigner le changement climatique? Est-ce que vous reconnaissez ça? Effectivement, je reconnais ça, d'autant plus que j'ai participé dans plusieurs programmes d'éducation environnementale et là, j'ai vu un fort engagement des enseignants, de même que des élèves, qui se transforment très rapidement en acteurs du changement climatique. D'accord. Donc ce que je vous entends dire déjà immédiatement dès le début, c'est que vous le faites avec les élèves. Oui, tout ce que nous D'accord. faisons au Sénégal actuellement avec le nouveau programme, il y a la centralité de l'élève. L'élève est au centre de toutes les activités, que ce soit des activités pédagogiques intramuros à l'intérieur des classes, que ce soit des activités extramuros quand on fait l'éducation environnementale. Toujours, on est accompagné des élèves. Toujours accompagné d'élèves. Et qu'est-ce qui vous surprend le plus avec les élèves, le fait de les avoir, voilà, merci. de les mettre, de leur donner cette place centrale? Voilà, ce qui me surprend le plus avec les élèves, bon, quand on est en classe, ils sont parfois bien, parfois passables, mais quand on est dehors avec les cours extramuros, quand on fait l'éducation environnementale, on voit tout le monde est bien, tout le monde s'engage, tout le monde répond aux questions, parce que ces enfants-là ne sont plus coincés entre quatre murs, mais ils sont dans la nature et peuvent répondre aux questions. Et dans ce cas, je dis que tous les apprenants sont bien. D'accord. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut aller extramuros, il faut aller dehors, dans la société, dans la nature, etc. Est-ce que vous voyez encore un intérêt à donner des cours au sein donc, du bâtiment de l'école? Bon, effectivement, il y a des parties qui nécessitent l'intramuros, mais je pense qu'actuellement, si nous voulons innover, si nous voulons faire participer les élèves, si nous voulons que les élèves comprennent mieux, nous devons organiser autant de cours extramuros que de cours intramuros. Donc, je pense qu'il faut associer les deux. Mais vraiment, quand les élèves sont dehors en train de faire l'expérimentation, on voit qu'ils s'épanouissent et qu'ils répondent mieux aux questions. D'accord. Et quelles sont pour vous, parce que vous avez enseigné donc les sciences de la vie et de la terre, quelles sont pour vous les expérimentations qui sont les plus pertinentes pour les élèves au moment d'aller dehors? Bon, Donc pour à aller l'extérieur. dehors, d'abord, ce qu'on leur enseigne dans la classe, par exemple la climatologie, c'est la théorie. On leur parle de pluviométrie, on leur parle de température. Et ces apprenants-là ne voient pas les instruments. Ce qui les intéresse le plus, vous allez voir dans la présentation, c'est d'installer une mini-station météorologique au niveau de leur établissement. C'est à eux-mêmes maintenant d'aller vers la mini-station météo, de fonctionner comme de vrais météorologues. On leur enseigne la croissance, la germination, la plantation. Ce qu'il y a de plus beau, c'est de mettre dans l'enceinte de l'établissement un jardin scolaire, un bois d'école, comme ça les élèves iront directement vers la nature. C'est à eux de semer leurs graines, c'est à eux d'observer la germination et la croissance. D'accord. Vous avez en effet parlé de la présentation, donc vous avez préparé une présentation. On va je pense qu'on va y passer maintenant, comme ça on va pouvoir, vous allez pouvoir faire votre courte présentation. Et il y a aussi un petit film sur un jardin que vous avez créé au sein de l'école. Tout ça avec, avec
l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie. Et avec ceci, on serait intéressé de discuter avec vous, mais aussi avec les autres intervenants sur la manière d'appuyer donc cette envie de vouloir, cette motivation de vouloir enseigner le changement climatique d'une manière ou d'une autre, de manière transformationnelle. Je vous laisse la parole, Madame Sall. Voilà, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation. Remercier tout le monde, les organisateurs de cette conférence pour nous avoir donné la voix, l'OIF pour nous avoir soutenus et tous ceux qui ont de près ou de loin participé à la réalisation de cette activité. Donc, quel est l'objectif que nous visons aussi? L'objectif général, c'est de transformer les enseignants et les jeunes en vrais agents du changement climatique, CC. Et au Sénégal, nous avons développé deux stratégies, deux approches qui sont vraiment novatrices pour faire face au changement climatique. Première stratégie, c'est l'étude de la climatologie en milieu scolaire. Là, on exploite les données sur le climat. La deuxième stratégie, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le projet vert inclusif. C'est un projet de jardinage, de reboisement qui participe à la séquestration du carbone. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce projet est soutenu et financé par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Quelles sont nos réalisations depuis que nous avons commencé? Nous avons formé 281 enseignants en présentiel. Et avec la COVID, nous avons pu former 67 enseignants en virtuel sur la climatologie et le changement climatique. Nous avons également formé 40 enseignants en formateurs en éducation environnementale et en technique de reboisement à travers le PVI, le projet vert inclusif. Nous avons, avec la démultiplication des formations, touché 401 enseignants et 11 313 élèves ont bénéficié du projet vert inclusif. 22 établissements de l'Académie de Thiès seulement ont été correctement reboisés et disposent actuellement d'un jardin potager, ce jardin pour la séquestration du carbone, mais également pour améliorer l'enseignement des sciences. Et ce qui est important, dans la psychologie, nous avons constaté une meilleure prise de conscience du changement climatique qui est installé chez les enseignants et chez les apprenants. Maintenant, la première stratégie que nous avons utilisée en tant qu'enseignants, donc ça c'est un programme qui fait à peu près 20 ans et ça continue toujours au Sénégal. C'est l'étude de la climatologie, la collecte de données à travers le programme BLOC. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement c'est extramuros. Vous avez ici dans l'enceinte d'un lycée de la banlieue, un lycée d'excellence, nous avons pu placer une station météorologique. À l'intérieur, il y a le thermomètre, derrière, il y a le pluviomètre. Et à chaque midi solaire, comme le programme est international, on coordonne l'heure de relevé. Les élèves viennent ici et prennent leur relevé. Ici, ce sont les mêmes groupes d'élèves qui sont en train de prendre les nuages et les couvertures nuageuses. Là également, nous avons un autre groupe d'élèves qui est en train de prendre la température du sol. Donc, ce sont les élèves eux-mêmes, dans leur environnement immédiat, l'école, qui collectent les données. Maintenant, une fois que les données sont collectées, qu'est-ce que nous faisons? Nous les amenons en salle, c'est l'intramuros maintenant, pourquoi j'ai dit qu'on associe les deux. Les élèves retournent en classe à la salle informatique et traitent leurs données. Et tout ce que nous avons ici collecté, à la diapositive précédente, les données sont collectées sous forme de tableau. Et sur ce tableau-là, nous avons mis les jours de relevé, l'heure de relevé, la température obtenue à midi, le type de nuage qui circule à midi, la pluviométrie et le nom des élèves qui ont relevé. Les données rassemblent le tableau. L'avantage d'un tableau, c'est de rassembler les données. Et aussitôt, avec des logiciels, ce sont les élèves eux-mêmes qui tracent leur propre graphe. Et là, si vous voyez ici, nous avons 3 graphes sur 3 années, 2004, 2005, 2006, matérialisant l'évolution de la température au cours du temps. Et là, c'est l'élève eux-mêmes qui découvre que le climat change. Et là, change en fonction du jour, mais également change d'une année à l'autre. Et si on parvient à installer ça chez l'élève, il y a une meilleure acceptation du changement climatique. Alors que si le cours est théorique, l'enfant pense que parler de changement climatique, peut-être c'est un slogan, peut-être que c'est quelque chose qui est d'actualité, mais les élèves ne prennent pas conscience de ça. Maintenant, à travers ce programme-là, vraiment, on a pu obtenir une bonne acceptation du changement climatique et leur implication dans les solutions.
Maintenant, ça, nous avons compilé, voici l'exploitation des données. Je vous donne un exemple. En 2005, c'est l'année qui a posé beaucoup de problèmes d'inondation à Dakar, la capitale. Que s'est-il passé? Nous avons utilisé les données de ces élèves-là pour donner notre contribution au changement climatique. Et si vous regardez ici sur ce graphe, il y a les 5 mois de l'hivernage, octobre, novembre, pas octobre, juin, juillet, août, septembre et octobre. C'est les mois pluvieux. Regardez le graphe. Les élèves ont constaté qu'il y a un changement de climat. Il y a 2 mois où il n'y avait pas de pluie. Nous venons au mois de juillet, la dernière quinzaine et la première quinzaine du mois de août. Voici le diagramme en bâton des pluies. Et ça, on ne connaissait pas ça. Et le mois d'octobre, il n'y a pas de pluie. Et que s'est-il passé? Les élèves vont plus loin en utilisant le graphe et interpréter ce qui s'est passé. Et ils ont dit pourquoi les inondations. Et ils ont fait le cycle de l'eau en disant que voilà, les bâtiments-là matérialisent les bons sites. Les bons sites à Dakar n'étaient pas inondés. Que s'est-il passé? Le fait que nous avons 2 semaines contiguës de pluie, l'eau ruissellement va directement vers les bas-fonds et aussitôt, ce sont ces zones-là qui sont inondées. Maintenant, est-ce que l'inondation est due à l'occupation de l'espace? Est-ce que l'inondation est due à une mauvaise répartition des pluies? Et on dit que c'est les deux à la fois. Il y a un changement de climat, mais il y a un problème de comportement et de mode d'habitation. Et après ça, c'est en classe, nous sortons maintenant vers la communauté. Nous allons dans les lieux affectés par les inondations. Et là, qu'est-ce que nous avons constaté? Ça, c'est... Pardon. Nous avons constaté qu'ici... Cet atelier de formation réunissant les responsables de 4 écoles... Voici les bas-fonds. Voici les bas-fonds. Dans les bas-fonds-là, nous avons vu que c'est habité, alors que ce sont des zones qu'on ne devait pas habiter. Il faut prévoir le changement climatique. Arrivé à un certain temps, il y avait moins de pluie, il y avait moins de problèmes. L'eau s'est retirée et les gens l'ont occupée. Maintenant, le temps change, le climat change. Une fois que nous avons des inondations, toutes ces zones-là ne sont pas habitées et les élèves ont dit non à ça. Et qu'est-ce qu'il fallait faire au niveau de ces zones-là? Nous avons constaté qu'à la place des habitations, nous avons encouragé les élèves dans le futur à mettre des plantations, des cultures en terrasse pour s'adapter au changement climatique. Et là, ça a un impact positif parce que l'erreur là a été commise par les anciens, les personnes âgées, nos parents. Mais ce qui est bon, on a installé ça au niveau des enfants. Les enfants disent que eux, ils ne feront pas ça parce que c'est pas bon. Voilà ce que nous avons fait par rapport à la communauté. Et chaque année, le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. On profite de cette journée-là pour inviter toute la communauté, les parents, les responsables, les chefs d'établissement pour le sensibiliser sur le changement climatique. Et nous avons même édité un manuel sur le changement climatique. Voilà le premier projet qu'on appelle le programme GLOBE. Le deuxième projet soutenu par l'OIRF maintenant, c'est pour lutter contre le changement climatique en utilisant ce qu'on appelle la photosynthèse, la séquestration du carbone. Nous ne produisons pas beaucoup de gaz carbonique, c'est au niveau des pays développés, industrialisés, mais nous tous, nous en subissons les conséquences. Et ainsi, nous avons dit que la meilleure façon pour faire face au changement climatique, c'est de participer à la séquestration du carbone. Donc, à travers ce projet-là soutenu par l'OIF, que nous remercions vraiment, nous avons pu former des enseignants, former des élèves et installer partout des jardins et des bois d'école. Le projet est inclusif parce que le schéma que vous avez ici, c'est avec des malvoyants, des élèves qui ne voient pas bien, qui sont à l'Institut des jeunes aveugles. Et nous avons fait un jumelage entre les élèves qui voient bien et les élèves qui ne voient pas. Et ces malvoyants ont bénéficié de ce projet. Donc, les enseignants et les directeurs d'école, les parents sont ici formés. Là, nous avons fait la formation avec les élèves. Là, vous avez le bois d'école ou bien le champ d'école installé partout où le projet vert est implanté. Donc, avant d'aller aux recommandations, on peut faire passer une partie de la vidéo pour voir concrètement ce qui a été fait.
Cet atelier de formation réunissant les responsables de 4 écoles élémentaires, 4 collèges, 2 lycées et l'INEFJA, l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès, consacre le démarrage effectif du projet Vert inclusif dans le département de Thiès. Ce projet a 2 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est d'améliorer le cadre de vie de nos établissements. La plupart des écoles sont désertes et nous ne voulons pas ça. Nous voulons des écoles fleuries, des écoles bien reboisées et comme ça, ça constitue un cadre agréable permettant aux enseignants de vouloir rester de même que les élèves. Le deuxième objectif du projet et qui est beaucoup plus important, c'est l'amélioration des conditions d'enseignement, d'apprentissage, plus particulièrement pour les sciences. Nos laboratoires souffrent de manque d'équipement. Et ce que nous voulons à travers ce projet, mettre des laboratoires naturels. Les élèves iront directement vers la nature au niveau du verger pour voir la germination, pour voir une plante en croissance, pour voir une plante en fructification, ainsi de suite. Comme ça, quand on aborde le cours en classe, ça sera beaucoup plus facile pour eux. Pendant 2 jours, ces enseignants ont vu leurs capacités renforcées en perspective de la production d'outils didactiques innovants destinés à l'éducation environnementale dans leurs établissements respectifs. Ce qu'on veut, c'est qu'à terme, c'est que l'enfant sénégalais puisse mieux aimer la nature, mieux aimer l'environnement. Parce que quand on aime la nature, quand on aime l'environnement, quand on aime les arbres, on peut mieux le protéger. Avec le soutien financier de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, 11 établissements scolaires de l'inspection d'académie de Thiès bénéficient du projet. Les critères de choix, quand même, c'était que les écoles, que ce soit des écoles clôturées, parce que toutes les écoles ne sont pas clôturées. Il faut aussi penser à l'adduction en eau, parce que c'est un jardin qu'on va avoir, donc il faut qu'il y ait de l'eau aussi. Et les techniciens ont réfléchi aussi sur l'état des sols un peu, pour pouvoir à l'arrivée vraiment opérer les meilleurs choix. Voilà, merci beaucoup, c'est parfait, c'est une partie de la vidéo compte tenu du temps. Donc, après ça, nous allons passer aux recommandations fortes pour améliorer la prise en compte des questions environnement-climat chez les enseignements-apprentissages. La première recommandation, c'est au niveau des politiques, de la politique éducative, c'est l'intégration de la thématique sur le changement climatique dans les curricula, et ceci à tous les niveaux. Parce que les enseignants sont intéressés, les élèves sont intéressés, mais le problème qui est toujours posé, c'est à quel moment on peut développer l'éducation environnementale, parce que ça ne figure pas au niveau de l'emploi du temps des élèves. Et ce qui fait qu'en général, ces projets sont déroulés en dehors du quantum horaire. Élaboration de modules, on l'a dit tout à l'heure, il faut enseigner vrai et il faut enseigner juste. Il faut mettre à la disposition des enseignants des modules de formation destinés aux élèves et à tous les niveaux d'enseignement. Il faut former tous les acteurs du système éducatif. Et là, quand on parle d'acteurs, n'oubliez pas la communauté. C'est actuellement l'école, c'est l'école de la communauté. On forme l'APE, l'association des parents d'élèves, on forme les CGE, le conseil de gestion. Donc, il faut former tout le monde sur l'approche du changement climatique. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut organiser des sorties pédagogiques vers les sites affectés par le changement climatique. Comme ça, les élèves vont accepter, vont croire et vont comprendre le changement climatique et éviter toujours de les faire rester en classe. Maintenant, compte tenu des moyens, il faut mettre en place une plateforme de discussion sur le changement climatique au niveau de chaque pays ou bien au niveau de chaque académie. Il faut soutenir les projets d'éducation environnementale qui ont montré des facteurs de réussite. Comme nous l'avons dit, pour le cas du Sénégal, il y a le projet Vert inclusif, mais il y a également le programme GLOBE. Ici, on a montré les acquis, mais à côté de ces acquis, il y a des facteurs limitants. Et maintenant, peut-être qu'avec d'autres approches, il faut essayer d'aider ces projets-là à décoller. Il faut également créer une motivation. Il faut motiver et valoriser la production des enseignants et des élèves. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'étude du changement climatique, cette thématique n'est pas encore intégrée dans le programme. Donc, ce sont des enseignements qui ne sont pas du tout évalués et notés. On ne donne pas de notes aux élèves. Donc, à la place de ça, en attendant l'intégration, il faut valoriser ce que nous sommes en train de faire, soit par des concours sur le changement climatique,
soit par un prix d'excellence, des voyages d'études et par la certification des enseignants, donner des diplômes de participation aux enseignants, de même qu'aux élèves. Ensuite, pour terminer, il faut trouver toutes les stratégies nécessaires pour la pérennisation des acquis sur la lutte contre le changement climatique et l'adaptation. Parce qu'il est bon d'installer le programme, il est bon d'être soutenu par des organisations comme l'OIF, mais quand le partenaire quitte, nous devons nous tous nous mobiliser autour de la pérennisation des acquis sur le changement climatique. Voilà, nous vous remercions de votre aimable attention pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci Ngosefal. Merci beaucoup. Une question pour terminer, parce que vous avez quand même montré que vous pouvez être, en tant qu'enseignant aussi, un acteur de changement, un acteur de transformation pour le changement climatique. Quel est pour vous le principal appui pour vous soutenir dans ces démarches? Qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Parce qu'on va parler surtout de manière de soutenir les enseignants pour pouvoir effectuer cette transformation. Bon, ce qui m'a plus aidé, c'est l'obtention du matériel scientifique. Parce que pour étudier le changement climatique, le climat, c'est la science. Ce qui m'a beaucoup vraiment motivé et encouragé, c'est le fait qu'à travers le programme GLOBE, on m'a donné tous les instruments scientifiques pour étudier le climat, les thermomètres, les pluviomètres, les cartes de nuages. Ce qui m'a également motivé, c'est l'accompagnement de l'OIF qui nous a permis de former beaucoup d'enseignants sur le changement climatique à travers des projets de reboisement. On a étudié les espèces résilientes, les espèces adaptées au climat, quel type de plantes faudra-t-il privilégier en temps de changement climatique. Voilà. Oui. Voilà, donc vous avez besoin de matériel, autant de matériel physique sur le terrain, vous avez besoin de matériel pour savoir exactement, par exemple, au niveau des plantes, etc., ce que vous pouvez, lesquelles sont résistantes, etc., etc. Et vous avez besoin d'accompagnement avec d'autres enseignants. Donc, j'imagine de ne pas se sentir la seule à vouloir faire ceci. Voilà un peu au niveau des appuis. Merci beaucoup. J'aimerais passer pour faire un peu tout le tour de l'appui qui est possible, de passer au ministère de l'Éducation nationale du Sénégal avec M. Ablaye Dia et le coordinateur d'IFADEM, Mme Françoise Daxelet, donc pour nous dire un peu comment vous avez... Bonjour Françoise. Bonjour. Bonjour, est-ce qu'Ablaye est aussi... J'imagine que lui aussi est en ligne. Oui, bonjour. Il est là aussi sur une autre machine. Ah, il est sur une autre machine. Bonjour. Bonjour. Alors, oui, je suis curieux de savoir un peu le contexte d'IFADEM. Comment est-ce que vous appuyez, comment est-ce que soutenez les enseignants, mais aussi peut-être un peu d'essayer d'abord de rebondir sur ce qui a amené Mme Ngosefal à vraiment pouvoir le faire. Donc, c'est-à-dire l'obtention du matériel, autant que le matériel, mais aussi le matériel pédagogique, et aussi le fait d'avoir cet accompagnement avec d'autres instituteurs. Qu'en pensez-vous? Qui aimerait réagir là-dessus, Ablaye ou Françoise? Oui. Bonjour à tout le monde. J'ai bien aimé ce qu'a dit notre collègue Mme Ngosefal, qui est également du ministère, mais au niveau déconcentré. Et au Sénégal également, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, depuis quelques années, nous sommes engagés à prendre en charge le développement durable, mais également le changement climatique, pour qu'il soit donc pérenne. Parce qu'on se dit que accompagner, oui, mais jusqu'à quand? Et c'est pourquoi nous, avec IFADEM, même également d'autres bailleurs, nous avons intégré dans les curricula pour la formation à l'élémentaire, qu'on appelle primaire, mais également le préscolaire. Donc, on n'est pas encore arrivé jusqu'au niveau de Mme Ngossé, qui est donc au moyen secondaire, mais à l'élémentaire et au préscolaire, les curricula, mais également en termes d'accompagnement, outils. Parce que tout à l'heure, j'ai vu la première table ronde, on parle de motivation. Maintenant, on se dit que pour motiver, il faut disposer des compétences.
il faut également avoir des outils, mais également un accompagnement dans un cadre vraiment structuré pour qu'au moins l'enseignant puisse être motivé. Parce que tant qu'on n'a pas cette compétence, tant qu'on n'a pas des outils, souvent c'est la peur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je peux y arriver? Mais du moment que l'État, donc, avec ses partenaires, notamment EPADEM, dont Mme Françoise y reviendra, nous a accompagnés à élaborer des guides avec des outils, avec même des tablettes à partir desquelles les enseignants, les enseignantes vraiment ont pu donc développer. Et un exemple tout à l'heure vous sera montré par une dame qui est à l'Académie de Kaffrine au centre du pays, qui a donc pu transférer ce qu'elle a acquis dans les classes avec les élèves pour le faire concrètement sur le terrain avec ses propres moyens. Et c'est cela qui nous a fait plaisir et Françoise va y revenir. Donc voilà brièvement campé ce que je voulais dire par rapport à l'intervention de Mme Ngossefal que je fais au passage. Merci bien. Françoise, par rapport à le soutien que vous donnez pour pouvoir motiver donc les enseignants, j'imagine aussi par le biais donc, du ministère de l'Éducation au Sénégal. Quel rôle jouez-vous? Oui, alors on va entrer tout de suite dans les détails peut-être avec la présentation, mais de manière globale, ce qui est intéressant, c'est la séquence des présentations, puisque c'est super intéressant de suivre la présentation de Madame Ngossefal, puisque après une présentation très expérientielle et pratique, on va prendre une porte d'entrée un peu plus institutionnelle, puisque grâce au programme IFADEM Sénégal, on appuie en fait les stratégies de formation continue des enseignants et des personnels de l'éducation. Je ne sais pas si on peut commencer par une petite vidéo, d'ailleurs, un petit extrait vidéo qui montrerait par des images certains éléments clés de cet appui au Sénégal. On va lancer la vidéo. Merci. Les élèves sont contents, ils sont impliqués, ils ont l'engouement de participer, de bien faire et d'emmagasiner pour pouvoir transférer ça à la maison. Cette formation est une formation diplômante, mais surtout marquée dans le cas du Sénégal par l'utilisation du numérique. Je vous remets donc le matériel. Voilà pour montrer un peu comment vous allez, un peu le travail que vous faites, Françoise. Allez-y, oui, que voulez-vous dire encore là-dessus? Je commence la présentation ou bien on le fait de manière interactive comme ça? Oui. D'accord. Oui. Ah non, pardon, non, c'est juste. Oui, j'allais l'oublier. Une question sur le Mentimeter, de ce que vous avez vu dans la vidéo qui vous dit un peu comment vous pouvez motiver et donner confiance aux enseignants en tant qu'agents du changement climatique. On va demander aux participants. Et on va voir un peu ce que cela a donné, ce que vous faites par rapport à la formation des enseignants. Et on va regarder un peu ce que je vois les gens dans la salle taper des réponses. Les kits, par exemple. Et j'imagine que les gens qui sont à distance peuvent nous suivre aussi et répondre. Les kits sont en tout cas quelque chose qui motive, le fait d'avoir des outils vraiment physiques, ce que Ngossefal avait mentionné aussi, recevoir les pluviomètres, par exemple. Leur donner les outils et les connaissances, les deux. Faire confiance aux professionnels de l'enseignant, l'enseignante.
Making it relevant to their content area, hein, donc il faut que ce soit pertinent pour eux, leur donner du feedback positif. Il s'agit de connaissances, mais aussi d'outils, de connexion, de connaître, d'apprendre, j'imagine, d'apprendre à connaître d'autres personnes, mais aussi peut-être les connexions pour pouvoir se connecter à Internet, par exemple, hein, en utilisant des outils à distance. Agency, donc avoir le fait de pouvoir se mettre en mouvement, de pouvoir agir, et ce soutien par le gouvernement à tous les niveaux, donc aussi au niveau local qu'au niveau national. Voilà un peu les retours qu'on a de la salle. Françoise, Merci. Qu'est-ce que cela vous... qu'en pensez-vous de ces résultats? Oui, Est-ce que c'est quelque effectivement. chose qui vous... Oui. Effectivement, je crois que ça montre le caractère holistique et systémique du sujet et de la question. Et certainement, en mutualisant les approches, en mutualisant les portes d'entrée, et que ce soit en termes d'appui d'équipement, d'appui pédagogique, et puis d'autres appuis sur la motivation, c'est certainement ça qui permettra d'avancer dans la transformation des enseignants en agents de changement par rapport à l'action climatique. D'accord, très bien. J'imagine que c'est le moment pour la présentation. Merci. Donc, nous allons parler de l'expérience du Sénégal avec l'appui d'IFADEM dans cet accompagnement des enseignants pour l'action climatique. Nous avons voulu vous montrer les quelques images qui nous semblaient parlantes sur le programme IFADEM. Donc, IFADEM, c'est l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, qui est un programme qui a été initié par l'OIF et l'AUF et l'IFEF depuis 2006 et qui développe des actions aujourd'hui au niveau de 16 pays de la francophonie. C'est un programme qui vient en appui au ministère de l'Éducation nationale dans les pays et en particulier au Sénégal, il vient évidemment en appui au ministère de l'Éducation nationale. Le programme IFADEM est vraiment porté par l'institution locale, par l'institution nationale, dont Monsieur Dia Ablaye, qui est ici avec moi, est le coordonnateur et le représentant. Et l'APF, qui est la structure pour laquelle je travaille, est partenaire technique et financier de cette initiative dans 3 pays, dont le Sénégal depuis 2017, avec l'appui financier de la coopération belge au développement et en étroite synergie avec Wallonie-Bruxelles International. Alors, l'approche du programme IFADEM, la finalité du programme IFADEM, c'est de contribuer au renforcement des systèmes nationaux d'éducation et de formation, au sens large, en quoi faisant? En accompagnant la conception et la mise en œuvre de stratégies nationales de formation continue des enseignants, mais aussi des personnels d'encadrement. Cet appui se fait vraiment avec une grande appropriation, un grand alignement au niveau des ministères de l'Éducation nationale dans les pays. Je pense que la co-construction qui a été mise en place et qui est mise en place est un facteur de réussite et un facteur aussi de grande flexibilité. Je pense que tous les programmes IFADEM dans les 16 pays sont très spécifiques. Il y a une grande composante d'innovation dans le programme mis en place et tout ça évidemment contribue à l'ODD 4 pour une éducation équitable, inclusive et de qualité pour tous. En ce qui concerne IFADEM Sénégal, vous voyez ici quelques éléments clés.
IFADEM a démarré en 2014 au Sénégal par une phase pilote qui a permis la formation d'environ 500 maîtres. Alors, de la même manière que pour l'ensemble du dispositif IFADEM, au Sénégal, la formation est hybride avec une alternance et un savant mélange d'auto-formation via une plateforme de formation, mais aussi des moments de regroupement, des moments d'échange avec les pairs, que ce soit en présentiel ou en distanciel. En 2017-2021, vous voyez les indicateurs atteints avec 1456 maîtres formés, 90%, plus de 90% de réussite à l'examen de certification et 4 régions concernées. Et sur la période 2022-2026, nous prévoyons de former 1000 maîtres et 5000 directeurs d'école en couvrant 7 régions ciblées. Alors, je vais passer la parole donc à notre partenaire Ablaïdia, qui va nous présenter ce que fait le ministère de l'Éducation nationale pour favoriser l'engagement des enseignants pour l'action climatique. Merci Françoise. D'abord, je demande, est-ce que mon son est bon? Le micro? Oui, c'est très bien. Donc, merci beaucoup. Donc, voilà. Merci François de la question. Et tout à l'heure, je l'ai dit, le Sénégal a procédé à beaucoup de réformes, notamment sur les programmes. Parce qu'on se dit que c'est le curriculum d'abord de formation à l'élémentaire, mais également au préscolaire. Et pour ce faire, nous avons élaboré des guides qui constituent le programme de formation. Au préscolaire, nous avons 3 sections, la petite section, la moyenne section et la grande section. La même chose a été répliquée au primaire avec un guide pour le CI et le CP, un deuxième guide qui se rapporte au C1 et au C2, et enfin un troisième guide qui se rapporte au CM1 et au CM2. Dans ces 6 guides pédagogiques et le programme, chaque fois, nous avons tenu à mettre en œuvre les thématiques relatives au développement durable. Parce que ce sont des questions émergentes qui nous ont rattrapés et on veut l'internaliser. Et c'est pourquoi vous voyez sur votre gauche des thématiques comme les conséquences mathématiques en termes d'inondation, de désertification, de sécheresse, etc. Et vous voyez en bas cette dame avec les enfants derrière parce qu'elles sont sachées de chez elles par les inondations. Mais également, il y a les eaux usées. Et nous avons beaucoup de villes où les eaux usées stagnent et causent beaucoup de maladies. Or, nous savons également dans les OED, le bien-être est inclus. Également, il y a les déchets que nous avons solides comme liquides qui nous envahissent et dont nous ne savons que faire. Donc, voilà donc les éléments que nous avons inclus dans les curricula pour les programmes de formation, aussi bien à l'élémentaire comme également au préscolaire. Également, il y a une seconde phase, c'est l'axe 2, où maintenant on dit formation. Parce qu'il faut que les enseignants et les élèves aient des connaissances, disposent également de compétences. Et pour ce faire, on met l'accent sur la formation, mais également la mise à disposition d'outils. Et le premier plan, c'est la formation initiale. Et dans cette dimension, nous avons mis 3 éléments. D'abord, un référentiel de formation des élèves maîtres à l'initiale, qui renforce beaucoup d'éléments également sur le développement durable, et notamment donc sur le changement de climat. Maintenant, pour l'ordre opérationnel, nous avons élaboré des modules de formation. Également, ces modules, c'est vraiment la traduction dans les faits du référentiel. Et pour coordonner tout, nous avons un livret illustré qui montre le processus par lequel l'enseignant peut amener avec ses élèves à mettre donc en œuvre le changement climatique, mais également les éléments du développement durable. Autre dimension, c'est la formation continue. Slide, oui. Donc, la formation initiale est terminée, on met pour corrélation dans un continuum la formation continue. Et c'est là également l'apport de l'IFADEM. L'IFADEM nous a permis d'élaborer 9
livrets. Et vous voyez l'un avec Mme Gueye qui est en bandoulière. Le livret 2 s'intitule « Éduquer au développement durable pour installer des comportements responsables ». Et dans ce livret, le développement durable donc, a été traité sur beaucoup de dimensions. Mais on ne peut pas être là avec IFADEM. Donc, il y a donc 3 autres éléments qui sont venus s'ajouter. C'est les livrets. Le livret, donc, c'est des contenus, c'est des schémas, c'est des processus par lesquels l'enseignant peut passer pour donc mener son enseignement-apprentissage. Mais également, à chaque enseignant, IFADEM nous a permis de donner une tablette que vous voyez en bas, mais en plus, une connectivité. Chaque enseignant, là où il est, il a donc ces 3 outils. Il y en a 1456 tablettes de connectivité qui partout donc travaillent avec les élèves, mais même en groupe. Parce que également, ce qui est important, ils se faisaient par des bassins et par paire. Souvent même, ils vont au-delà de ce que nous, institutions, nous avons prévu. Et là également, c'est l'engouement que IFADEM donc a permis de voir dans la formation. Et là, donc, c'est les enseignants. On se dit que si nous finissons avec la formation initiale, la formation continue des enseignants, il faudra qu'on soit très logique en mettant donc le plan sur les directeurs d'école et les directrices. Parce que ces personnes-là sont des interfaces entre l'école et la communauté, également les élèves. Et si ces personnes parviennent à mieux manager leur école en mettant l'accent sur le développement durable, qui est donc des questions qui interpellent carrément la société, on peut avoir donc espoir que la boucle est bien refermée. Merci. Maintenant, il fallait également, dans la phase 2022-2026, est revenu pour nous accompagner et nous avons élaboré 3 livrets exclusivement réservés aux pilotes, aux managers. Et il y a un des livrets intitulé « Maîtriser les mécanismes de gestion durable de l'environnement des écoles, du partenariat, de la mobilisation communautaire ». Et dans ce livret, il y a une séquence exclusivement réservée au changement climatique et développement durable. Et voilà comment on l'a intitulé « Accompagner une démarche intégrée de gestion durable de l'environnement ». Et qu'est-ce qui est visé à travers cette séquence ou bien ce livret? C'est rendre le directeur capable de piloter une gestion durable de l'environnement de son école d'abord. Également d'engager son équipe dans la sauvegarde ou à la restauration de son environnement de travail. Et troisième pilier est très important, et la table ronde de ce matin l'avait montré, c'est impliquer les élèves et les partenaires dans le respect de l'environnement. Et vous voyez la photo à gauche, c'est donc l'équipe de production. Vous voyez Françoise à côté, et Papi Dieng également de l'IFEF, également le consultant qui nous a accompagnés avec l'équipe Sénégal, des enseignants, vraiment qui ont élaboré ces livrets destinés donc aux directeurs d'école. Donc voilà brièvement campé ce que nous avons fait en termes de formation, en termes d'accompagnement, mais également en termes de ressources, outils disponibles pour que l'élève, l'enseignant, donc puisse mener à bien donc cette réforme intégrée pour le Sénégal. Donc je passe la parole à Mme Françoise pour nous parler des défis, et il y en a un, et des recommandations que nous avons formulées. Merci. Alors, Françoise, je ne sais pas combien de… Merci beaucoup, Ablaye Dia, pour nous montrer un peu comment vous avez encadré, comment vous encadrez et avec ceci, soutenez donc aussi les enseignants. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir montré un peu le cadre institutionnel qui est nécessaire. Françoise, brièvement, encore pour terminer, une note, quel est le point le plus important à se souvenir pour le public, pour qu'il y ait le message le plus important? J'en dirais 2.
qui font partie de des défis actuels et des recommandations qu'au sein de l'unité de gestion du programme, nous avons imaginées. C'est ou même 3 ou 4. Non, c'est de rendre, bon, je vais être très brève, c'est de rendre plus explicite la question du changement climatique, parce qu'on parle beaucoup de d'éducation et de formation au développement durable, mais la question du changement climatique nous semble peut-être encore un peu diffuse et implicite. Nous pensons que nous gagnerions à la rendre un peu plus explicite. Évaluer l'impact aussi des initiatives prises au niveau institutionnel, développer des partenariats et aussi systématiser l'entretien, la réparation et le recyclage des équipements électroniques utilisés dans la formation à distance. Parce qu'on pourrait croire que qui dit formation à distance dit réduction de l'impact ou de l'empreinte environnementale, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a énormément de déchets aussi qui sont produits et de carbone qui est produit par les outils digitaux et numériques, et nous gagnerions à travailler pour réduire ces déchets, et aussi ce qui pourrait en plus aussi être source de création d'emplois dans un pays comme le Sénégal, mais certainement d'autres pays aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en effet, ce n'est pas juste l'initiative qui est importante, c'est aussi le suivi qu'il y a derrière. Merci beaucoup Françoise Daxelet et Ablaye Dia pour ce soutien que vous fournissez et le cadre institutionnel que vous utilisez. Merci beaucoup. Un applaudissement. And we're now going to move on to teacher support. Alors, maintenant, nous allons passer au soutien dispensé aux enseignants. Alors, je pense que Ngozi Fall a d'ores et déjà parlé de cela, comment les enseignants pouvaient se soutenir mutuellement. Et au niveau de l'Afrique du Sud, nous avons Chanou Misser. Chanou Misser, alors permettez-moi de retrouver mes notes, qui nous vient de Fundisa for Change, Fundisa pour le changement. Bon après-midi, je pense que c'est également l'après-midi chez vous, Chanou. Mes sœurs, mais je ne vous entends pas, donc je ne sais pas si vous pouvez… Oui, bon après-midi, comment allez-vous? Nous allons très très bien et nous vous entendons, c'est magnifique. Alors, pendant les 20 dernières minutes qui nous restent, nous allons parler de certaines choses. Vous avez donc 10 minutes à disposition que pour nous parler du soutien qui est disponible au niveau de l'Afrique du Sud et au niveau de votre université. Quel soutien proposez-vous aux enseignants? Ngozi Fall a insisté sur le fait que ce type de soutien était fondamental, mais comment parvenez-vous de votre côté à le mettre sur pied? Bien, alors je pense que ce que nous recherchons, et je vais poursuivre dès lors avec mes transparents et la présentation que je me propose de faire, et peut-être pourrais-je au départ vous dire quelques petits points en ce qui me concerne. J'ai un passé d'enseignant, mais actuellement, je travaille au niveau du gouvernement de mon pays et mon rôle à cet égard consiste à coordonner ce programme qui s'appelle Fundisa for Change, qui veut tout simplement dire enseigner pour le changement. Alors, c'est un programme qui est un programme au niveau de la communauté avec différents acteurs et différentes parties prenantes qui sont impliquées, différentes parties prenantes en provenance d'Afrique du Sud, et nous avons décidé de mettre sur pied une communauté de pratiques au niveau de l'Afrique du Sud pour proposer une réponse afin d'améliorer et de soutenir une éducation au développement durable qui soit véritablement transformatrice. Donc, il y a différentes politiques qui ont pu être mises en place et mises en exergue au niveau de notre pays, notamment par rapport au programme scolaire en tant que tel ou par rapport à la réponse à proposer au changement climatique, par rapport aux politiques qui pouvaient être mises en œuvre et qui permettaient d'avoir une stratégie d'adaptation dans le pays en ce qui concerne le changement climatique. Et ce qui a émergé de façon très très claire, c'est qu'il nous fallait un fondement par rapport à l'éducation au changement et par rapport au développement durable et qu'il fallait renforcer indubitablement ces fondations au niveau
niveau du pays. Et suite à cela, différents partenaires et parties prenantes se sont rassemblés, de la société civile, des universités, la communauté, des instances parastatales et autres se sont mis ensemble en quelque sorte dans l'espoir d'exercer un impact beaucoup plus important sur ces thématiques et puis surtout pouvoir travailler sur ces différentes thématiques et travailler là-dessus de façon plus centralisée. C'est ainsi qu'a émergé ce programme. Un autre aspect de ce programme d'ailleurs porte sur le point suivant. Nous essayons de mieux comprendre ce qu'est l'éducation au changement climatique et nous essayons d'aller dans le détail à ce niveau-là et nous avons collaboré avec toute une série d'autres organisations, le VVOB, Green Matter et nous avons également Flanders State of the Art qui a collaboré au déploiement de ce programme. Alors, nous proposons différents domaines, l'économie verte, l'éducation au changement climatique et puis il y a également toute une série d'autres thèmes qui sont venus se greffer à ceux-là. Alors, sur cette base, je puis vous dire que jusqu'à présent, dans le cadre de ce programme, nous avons pu travailler avec plus de 3000 enseignants à travers les différentes régions reprises au niveau de l'Afrique du Sud. Et toujours en ce qui concerne ce fameux programme, nous avons pu travailler sur toute une série de thématiques. Nous avons travaillé avec des conseillers au niveau des matières et puis nous avons également travaillé avec des professeurs universitaires. Alors, il serait peut-être intéressant maintenant d'entrer un petit peu dans le vif du sujet et de voir quels sont les aspects pratico-pratiques sur lesquels nous avons pu nous appesantir, quelles ont été par exemple les approches et les méthodes qui ont été privilégiées. Alors, au niveau du cadre que nous avons concocté, nous avons tout d'abord, un cadre qui s'intitule « Enseignement de qualité en ce qui concerne des écoles durables et pérennes ». Donc, il est important que vous connaissiez votre sujet, que vous maîtrisiez le sujet, que vous maîtrisiez le contexte, que vous ayez la possibilité d'améliorer votre pratique d'enseignement, d'améliorer également vos pratiques d'évaluation et puis améliorer votre établissement scolaire dans son ensemble. Donc ça, ce sont les 5 étapes qui se sont succédées. Alors, on a parlé également de l'innovation. Comment peut-on innover dans les thématiques et les matières que nous enseignons? Comment innover dans nos pratiques professionnelles? Comment innover dans nos pratiques en matière d'évaluation? Et comment innover par rapport à l'adaptation que l'on peut faire au niveau de l'établissement scolaire en ce qui concerne le changement climatique. Comment s'adapter, quelles sont les politiques et les choses que nous pouvons mettre en place. Toujours dans ce cadre-là, nous avons essayé de voir quelles étaient les connaissances en termes de contenu, quelles étaient les pratiques en termes d'enseignement et puis surtout quelles étaient les pratiques en matière d'évaluation. Et nous avons essayé de renforcer les fondements de ces connaissances à la base pour pouvoir avancer. Et nous savons que les changements en matière de climat sont incertains. Il est important de savoir ce que cela peut signifier pour l'école, pour les responsables des écoles, de quelle manière on peut soutenir ces écoles et puis comment ce savoir est susceptible d'évoluer, comment on va pouvoir passer, si je puis dire, au niveau supérieur en ce qui concerne ces connaissances. En Afrique du Sud, nous avons beaucoup mis l'accent sur les activités de lecture et d'écriture par rapport à la pensée critique, par rapport à toutes ces thématiques qui tournent autour du climat. Et nous avons essayé également de mettre en place une pédagogie qui soit beaucoup plus spécifique à chaque matière et avoir quelque chose qui soit beaucoup plus significatif, si je puis dire, en ce qui concerne les enseignants. Alors, je pense par exemple aux questions suivantes. Comment travaillons-nous sur les pratiques en matière d'évaluation? Comment pouvons-nous, entre les communautés, entre les différentes écoles, essayer de colmater les brèches qui existent dans ce domaine, que ce soit au sein des communautés ou que ce soit au sein des écoles. Nous sommes penchés sur ces questions, mais sur également toute une série d'autres questions par rapport à l'évaluation. Quelles sont les opportunités, par exemple, qui sont recelées par le changement climatique, quid de l'apprentissage environnemental? Comment est-ce que tous ces éléments peuvent nous permettre de passer à la phase supérieure, si je puis dire, en ce qui concerne notamment la réflexion. Alors ici, je représente bien entendu cette pratique, cette communauté de pratiques et de mise en pratique. Et à ce niveau-là, nous avons développé toute une série de matériaux, en quelque sorte de documents
qui sont susceptibles de nous permettre de nous pencher sur le programme. Nous avons des éléments beaucoup plus génériques qui plantent un petit peu le décor au sens large en termes de changement climatique, d'ODD et autres. Donc, nous avons des éléments à caractère beaucoup plus général, notamment par rapport au processus pour pouvoir justement s'orienter davantage vers l'apprentissage. Et puis, nous avons parlé également d'une formation beaucoup plus active. Donc là, nous nous sommes penchés sur ces différents aspects. Et puis ensuite, nous avons déployé du matériel spécifique à chaque sujet. Alors, vous le savez, nous avons beaucoup d'éléments qui portent notamment sur le changement climatique. En tout cas, dans nos programmes scolaires, on a beaucoup d'éléments, mais il existe malheureusement un écart en la matière. Et quel est-il? Eh bien, par exemple, nous avons beaucoup d'éléments de contenu qui portent sur le cadre conceptuel et le cadre conceptuel qui sous-tend ces différents changements. On s'est également rendu compte qu'il était important de se dire que parfois les adaptations n'émergeaient pas de façon suffisamment saillante dans ces connaissances, ou on ne parlait pas suffisamment du volet atténuation de ces conséquences. Donc, il y a toute une série de nuances qui sont de mise et nous avons pu développer des pédagogies spécifiques à chaque sujet et du matériel tout à fait spécifique qui nous permet d'aborder la chose à l'aune de chaque élément. Par exemple, enseigner le changement climatique au niveau des sciences naturelles, et là nous couvrons plusieurs tranches d'âge, les enfants de 7 à 11 ans, ou bien la géographie et le changement climatique pour les jeunes âgés de 10 à 12 ans. Donc chaque fois, nous avons mis en place ce type d'approche tout à fait spécifique et nous les utilisons par le truchement de ce cadre. Donc, nous travaillons avec ce dispositif que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, c'est dans le cadre d'un type de partenariat avec les universités, les ONG, les gouvernements que nous mettons sur pied cette formation. Nous la concoctons et les enseignants ont la possibilité de véritablement ouvrir le dialogue et d'entamer des discussions par rapport au changement climatique. Donc, en utilisant ces documents, on peut également en avoir d'autres, documents qui soient appropriés au contexte. Et donc, quand on travaille par ce processus, eh bien, on peut comprendre le contexte, on travaille ensemble sur un sujet. Et puis, on comprend finalement quelles sont les pratiques d'enseignement actuelles sont et là où on veut arriver, on peut réfléchir également aux évaluations, quelles sont les évaluations qu'on peut avoir, on peut réfléchir aux opportunités. À ce moment-là, on a finalement une approche holistique de l'école. Comment est-ce qu'on peut avoir les principaux, comment on peut avoir l'enseignement, comment on peut concevoir l'enseignement dans son ensemble. Et il faut également avoir l'idée que au cœur, il y a la classe et l'innovation de l'école. Et donc, il y a les projets du changement. En Afrique du Sud, on a un projet qui s'appelle « La durabilité commence par les enseignants ». Et donc, ceci permet en fait d'avoir des projets sur le changement qui soient vraiment dans le programme. Et on peut voir ainsi quelles sont les différentes possibilités. Vous savez, les enseignants sont engagés, ils continuent les discussions, ils délibèrent encore ensemble, ils prévoient les choses, ils regardent en fait comment on peut concevoir, comment on peut travailler dans le cadre du changement climatique, comment on peut enseigner le changement climatique. Madame, vous êtes presque à la fin du temps imparti, donc si vous pouvez conclure. Ok, le temps file, mais ça s'est passé très vite. En fait, donc on a travaillé dans ce cadre, comme je le disais, et on a également replacé la notion de connaissance patrimoniale. C'est très important dans le cadre du changement climatique, savoir d'où l'on vient, et puis voir un peu comment on peut prévoir les leçons ensemble, travailler finalement
dans cet apprentissage significatif. Donc, ce n'est pas simplement tout type d'apprentissage. Le changement climatique mérite un autre niveau d'apprentissage et c'est cela que l'on appelle comme ça. Et puis, bon, j'en arrive maintenant à ma dernière diapositive que je vais pouvoir, j'espère, vous présenter. Donc, tout ceci est certifiant. Les enseignants ont une formation continue par rapport à ce processus. Et donc, tout ceci pour vous expliquer que nous avons travaillé avec énormément d'enseignants. Nous regardons ce qu'ils apprécient. Tout d'abord, l'engagement avec les universités et le dialogue approfondi que l'on peut avoir. Et on peut voir que dans nos recherches que ceci montre finalement à une motivation vraiment intrinsèque. Les gens veulent innover, ils sont innovateurs, mais c'est toujours une question de système et comment le système permet-il finalement aux gens d'innover. Ensuite, le cadre se penche sur les pratiques des enseignants. On en a déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Et puis, quid des communautés d'apprentissage professionnelles? La possibilité des enseignants de discuter les uns avec les autres, d'avoir un soutien professionnel, émotionnel. Ce sont vraiment des choses qui sont appréciées. Après, ils pensent qu'ils ont besoin de plus. Et donc, on a ce qu'on appelle une bibliothèque numérique qui est accessible donc aux enseignants. Il y a différents modules qui sont disponibles et ils peuvent donc l'utiliser pour leur communauté d'enseignants. Et puis, les enseignants également apprécient le fait d'être dans une communauté de pratique et la bonne qualité des ressources aussi, bien sûr. Alors voilà, si je devais vous le dire, quels sont les messages clés, quelles sont les recommandations essentielles, eh bien, je pense que pour nous, c'est finalement faire passer l'ensemble du système au niveau supérieur. Ce système d'éducation, voir comment ce système d'éducation peut soutenir les enseignants. Et donc, il est question là du cadre conceptuel qui peuvent être utilisés quand on réfléchit à l'enseignement au changement climatique, l'éducation au changement climatique. Il faut avoir finalement ce point très ancré, très centré. C'est une recommandation essentielle. Nous devons nous assurer également que nous traitons la mauvaise communication sur le changement climatique que l'on peut voir de temps en temps, notamment dans les médias et autres. Donc, en fait, comment aider les enseignants finalement à naviguer dans ces eaux parfois troublées? Merci. Merci beaucoup, Chanou. Alors, on a cette approche systémique en Afrique du Sud. Je pense que tout ça résonne beaucoup par rapport à ce que j'ai déjà pu entendre. Comment avancer finalement et comment intégrer le changement climatique dans son programme avec ses élèves. Merci beaucoup. Eh bien, il est déjà 17h30. Nous sommes quelque peu en retard par rapport au programme préétabli. Mais il y a donc vraiment des présentations très intéressantes avec beaucoup de contenu intéressant. Nous passons maintenant à la dernière présentation du VVOB, un projet qui s'appelle eSchool. Il s'agit donc d'avoir une perspective plus globale pour les enseignants et voir comment on peut les soutenir, eux, notamment dans tout ce processus d'apprentissage continu. Vous avez donc la parole. Merci beaucoup. Tisha nous a rejoint également. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Educate de m'avoir donné la possibilité de m'adresser à vous. Et donc, ce projet vraiment passionnant qu'on a commencé au VVOB.
Je voudrais commencer par vous présenter Laetitia. Laetitia est enseignante d'anglais en Afrique du Sud. Elle est passionnée par le changement climatique. Elle veut faire de l'espace pour ce sujet dans ses matières et elle a quelques idées sur comment faire. Mais elle voudrait donc collaborer avec d'autres enseignants pour pouvoir formuler au mieux ses idées. Alors, on passe maintenant à l'autre partie du monde. Nous avons Mauro. Mauro qui enseigne le portugais dans une école brésilienne, qui s'intéresse beaucoup sur le sujet du changement climatique et il veut en parler dans son cours sur la langue portugaise. Alors, comment pouvoir connecter Laetitia et Mauro les uns avec les autres? Comment faciliter cette collaboration finalement? Ne serait-ce pas encore mieux si on pouvait relier les enseignants qui ont la même vision ensemble? On peut même aller encore un cran plus loin. Quid si l'on pouvait connecter des centaines de milliers d'enseignants à travers le monde, quelle que soit la matière, pour avoir un véritable échange mondial sur l'éducation au climat. Quand je parle de climat, c'est pas simplement l'élévation du niveau de les mers etc. Mais il s'agit vraiment d'adaptation, de justice sociale et de tous les aspects qui sont liés. Quand je parle d'enseignants, je parle des enseignants principaux également, des titulaires. Alors, au VBOB, on y a réfléchi et on s'est dit qu'on pouvait avoir finalement un réseau. Il s'agit d'un réseau, d'une application web, une interface très proche des médias sociaux qu'on peut accéder par www.schoollinks.org. Alors, Schoollinks, eh bien, c'est vraiment un outil en ligne très motivant pour les enseignants du secondaire, leur donnant ainsi la possibilité d'avoir accès à des informations scientifiquement correctes sur le changement climatique. Ils peuvent également avoir accès à des documents, des exemples, des activités d'apprentissage dans les différents programmes. Ils peuvent également partager leurs connaissances sur le changement climatique et ils peuvent apprendre d'autres enseignants, d'autres pays par ces connexions. Ils peuvent utiliser également des projets scolaires. Schoollinks, c'est donc un espace en ligne sûr pour que les enseignants puissent apprendre sur le changement climatique. Et il y a donc l'inclusion des différentes perspectives qui est encouragée ici. Alors, Schoollinks a donc 4 piliers. Il est soutenu par la science, inspiré par les enseignants, le matériel pédagogique. Il est connecté au monde et il est enrichi par des projets scolaires. Alors, comment soutenir finalement tous ces enseignants dans ce réseau mondial? Eh bien, tout d'abord, nous postons, et j'utilise ce terme postons parce que, comme je l'ai dit, ça ressemble tout à fait aux réseaux sociaux. Donc, on poste des informations scientifiques comme ressources, comme inspiration pour que les enseignants puissent améliorer leurs propres connaissances. Vous avez ici un exemple de post de la plateforme. Ensuite, on fait un coaching actif, une modération active, donc modération des conversations sur la plateforme pour aider les enseignants dans leur créativité et pour leur permettre d'avoir des idées qui ont du sens pour leur pratique éducative. Nous avons donc des ressources éducatives intéressantes, ressources en ligne, etc., différents événements pour les enseignants. Et enfin, nous fournissons une assistance financière de petite ampleur,
parfois sous forme de matériel. Pour les enseignants qui veulent collaborer sur un projet donné, ils peuvent ainsi ensuite partager avec leurs pairs leur expérience sur la plateforme. L'un des exemples, c'est une station météorologique disponible pour les enseignants qui veulent l'utiliser pour la science, la géographie ou quelle que soit la matière en tant que telle. Alors, je sais que les enseignants ont déjà beaucoup de pain sur la planche. S-Schooling n'est pas une initiative supplémentaire à laquelle les enseignants doivent adhérer, mais c'est plutôt vraiment une initiative permettant de faciliter donc cet enseignement. C'est un projet qui est terminé en Afrique du Sud maintenant et on peut voir que les enseignants rejoignent les plateformes S-Schooling pour continuer à améliorer ce qu'ils ont fait. J'ai eu le privilège de visiter ces écoles, j'ai pu parler avec les enseignants et je voulais partager avec vous ce qu'ils voulaient dire sur la plateforme. Il y a une vidéo qui va maintenant être jouée. Alors là encore, l'interprète est désolé, mais le son n'est de nouveau pas suffisant pour pouvoir interpréter parce que la musique couvre la voix de la personne. Et ma propre voix couvrant également, je n'entends plus rien. I'm gaining from the platform just to pass it to my learners and also to help in the teaching of natural sciences and physical sciences. And also that is where I can have to link whatever I'm learning into my teaching of the subjects. And I think that is helping me a lot. And also through the platform, I'm gaining a lot of information, like the gardening team. It is whereby I can learn more about how other people they are doing in their own countries, like they're tackling the issue of insects and also something like that on how to use different methods just to take those things. I think that is helping me a lot. Plant a tree, recycle waste, grow trees. Plant more trees, recycle waste, clean our sea, create a safe forest, disease free, the planet that we call. Okay, I'm Mr. Mbelase, a geography teacher teaching at Mhlebenfundo Secondary School. I've been here for more than 10 years in the school. I'm a coordinator for Mhlebenfundo Environmental Club. The S-Schooling, it's like a connection. It serves a connection whereby we can connect with other teachers. You know, by the connection, I mean that we can interact, we can share ideas, we can share whatever, even like because it connects even to other countries. We can share ideas on how to on different. Like using a different perspective on how to mitigate climate change, you know, and how to do other projects, you know. For example, as we are doing gardening, we can share ideas on how to do it using the platform.
Hello and good day. My name is Mr. M.G. Pillay, and I'm currently at Dr. A.D. Lazarus Secondary, where I was the lead teacher for this program by KICC on the Veg Garden Project. At the moment, I'm now at a new school called Crystal Point in Phoenix, and I hope to be taking the project there as well. By encouraging learners to get involved in garden projects, each of them see that they can provide for themselves sustainable means of providing food for their homes. Opposite our school, there are informal settlements where people are indigent and they do not have the necessary. We are able to provide some for some of the most needy. In teaching the learners to plant, they are then encouraged to realize that every plant matters on this in this earth of ours, because if they plant, they are able to reduce the carbon impact that we are causing really as a major factor in climate change. With regards to the S-School Links platform, I think it is an ideal platform for us as teachers globally. We can share ideas about projects that we are running at school. We can request support from people that are already on other projects in other countries. We can share ideas and see whether some of the ideas that are working in some countries can be then used in our country. And obviously, we can provide solutions to those teachers that are experiencing problems if we are able to. And we can seek support. So basically, communication, support, and taking this climate change education to another level. All right. It was really inspirational speaking with these teachers and engaging with them and their students. Oui, c'est toujours très motivant de parler avec ces personnes. Alors, je voudrais terminer pour dire que c'est une plateforme qui est ouverte à tous les enseignants du secondaire. C'est gratuit, c'est volontaire. Alors, je sais qu'il y a des enseignants dans la salle. L'interprète s'excuse, mais le son est très mauvais. Une dame dit que voilà, elle ne peut pas entendre en ligne. Les interprètes étant en ligne, elles aussi, elles n'entendent pas non plus. Je suis désolée, mais le son est très faible, impossible d'entendre. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait monter le son, s'il vous plaît? Nous n'entendons pas. Monsieur remercie madame, mais malheureusement, l'interprète ne peut pas vous dire pourquoi. Ah, voilà, merci. Le son est revenu. Alors, Lénie, qu'est-ce que vous voyez ici en termes de soutien aux enseignants pour qu'ils deviennent ces agents du changement climatique? Alors, la collaboration, l'action et les conditions. Créer des espaces pour que les enseignants puissent travailler ensemble, collaborer, partager des ressources, leur donner la capacité d'action de le faire et puis créer finalement les conditions de ramener en classe ce qu'ils auront appris. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Chanou. Et merci à Aglaé Dia et à Madame Ngozefal. Merci beaucoup. Bien, nous arrivons à la fin de la journée. Alors, je voudrais savoir en fait ce que vous avez retenu de cette session. Je voudrais demander à Diana Hunert de me rejoindre ici. Elle est donc responsable de l'expertise sectorielle. Merci beaucoup. Il est de nous rejoindre à 18h45. Alors, nous sommes dans vos bureaux.
Vous voulez que ils ne sont pas encore ouverts? Ah, ah oui, ils sont ouverts, d'accord. Ils ont été inaugurés. Alors, que souhaitez-vous que je fasse? Parce qu'il faudrait m'expliquer ce que vous attendez de moi ici. Oui, vous étiez bien entendu déjà présente cet après-midi. Oui. Donc, nous sommes ici dans les locaux d'Enabel. C'est pour cela que je disais que nous étions chez vous. Nous sommes ravis, heureux d'être présents parmi vous. Et je pense qu'il est important, effectivement, de voir de quelle façon vous êtes en contact avec educate.be. Et pour clore la journée d'aujourd'hui, il serait peut-être intéressant que vous nous disiez ce que vous avez retiré comme message fondamental de la réunion d'aujourd'hui. Très, très bien. Maintenant que les choses sont claires et que l'on m'a dit ce qu'on attendait de moi, je vais pouvoir effectivement répondre à votre question. Et je ne vais pas être trop longue, vu que nous sommes d'ores et déjà en retard. Je pense que l'équipe qui organise tout cela doit être applaudie parce que c'est la première conférence hybride organisée. C'est un véritable défi parce qu'il faut avoir des personnes qui soient connectées à distance, des personnes qui sont présentes dans la salle. Je pense que cela a très bien fonctionné et je pense que le contenu de la conférence en tant que tel n'a pas essuyé la moindre difficulté ou le moindre problème, ne serait-ce qu'en termes de qualité, eu égard au caractère hybride de cette conférence. Alors, je pense que vous allez probablement apprendre beaucoup plus de choses encore demain. Je crois qu'il y a 3 ou 4 sessions qui seront organisées demain parce qu'il y a les sessions B, C, D et la session A n'apparaissait pas. Oui, parce que c'est la session d'aujourd'hui. La session d'aujourd'hui était la session A. Celle de demain seront les sessions B, C, D. Oh, OK, parce que moi, j'avais le sentiment qu'il manquait quelque chose. Maintenant, ça fait sens, effectivement. La session A avait lieu aujourd'hui. Alors, demain, vous aurez 3 sessions qui seront véritablement très inspirantes, je pense, et Enabel fera partie intégrante du contenu. Vous pourrez voir comment nous nous sommes imbriqués dans tout cela. Nous avons donc décidé de mettre en œuvre un programme non pas d'aide au développement, mais d'une façon, c'est quand même un programme d'aide au développement. Et nous avons tenté de favoriser, présentons la chose ainsi, toute une série de programmes dans 14 parties du pays et des programmes qui sont dédiés à l'éducation. Et c'est là que réside le nœud du problème. On parle de la nécessité d'éviter cette approche en silo. Je vois mes collègues du département éducation, environnement, etc. Ce sont des personnes différentes, mais il est bon aujourd'hui de les avoir réunis dans la même salle, dans la même pièce, pour que l'on puisse voir comment on peut intégrer le climat dans l'éducation et inversement, intégrer les thématiques dans le sens inverse. Et ceci est tout à fait intéressant parce qu'aujourd'hui, on a pu voir comment nous pouvions agir en la matière. Alors, pour résumer la journée d'aujourd'hui ou l'après-midi d'aujourd'hui, je pense que nous sommes partis d'une perspective au sens large, avec les perspectives qui ont été plantées par les 3 différents directeurs. Et puis, nous avons eu la présentation phare avec la principale intervenante de la journée d'aujourd'hui qui nous a permis comment on pouvait ajouter certains éléments, comment on pouvait refléter la réalité d'aujourd'hui et cela nous a incité à penser un petit peu plus loin. Et j'ai été très frappée par Madame Tilbury qui a parlé des perspectives d'avenir. Je pense qu'elle a parlé de nombreuses manières de percevoir les perspectives d'avenir, mais quoi qu'il en soit, par la suite, au cours de la session d'aujourd'hui, on se rend compte que l'avenir, eh bien, c'est maintenant qu'il commence. C'est déjà à partir d'aujourd'hui qu'on va pouvoir le planifier. Les personnes qui vivent cette réalité du changement climatique, on n'en est pas encore peut-être aussi loin dans la réflexion. On commence à comprendre que cette réalité est différente peut-être pour ceux qui la vivent. Le Sénégal en est un excellent exemple, l'Afrique du Sud également, parce que vous êtes déjà aux portes du futur et grâce à vous, nous pouvons probablement beaucoup apprendre des pratiques qui ont été échangées, explicitées aujourd'hui et cela nous permettra probablement d'atténuer les défis que nous aurons, nous, à relever dans un avenir qui n'est pas trop distant, me semble-t-il. Alors, voilà. Je pense que la journée d'aujourd'hui, et je pense pouvoir conclure sur cela, la journée d'aujourd'hui a été un véritable succès. Je te connais très bien, Ruben, et je pense que tu as mené cela de main de maître avec beaucoup de brio. Je voudrais remercier les participants qui ont
pris part au débat, ne serait-ce que par Mentimeter. Cela nous a permis de voir comment nous pouvions également nous positionner par rapport à l'avenir. Alors, je ne vais pas m'apesantir davantage sur le sujet, il faut en laisser pour demain. Moi, demain, je serai présente en ligne. Demain, je travaillerai depuis la maison. C'est pour cela que cette conférence hybride m'intéressait tout particulièrement. Aujourd'hui, j'ai pu participer en présentiel. Demain, je participerai en distanciel. Et je pense que nous aurons une autre après-midi très, très intéressante qui nous attend demain. Merci, merci beaucoup. Oui, et effectivement, demain, nous parlerons des écoles vertes, de la justice climatique et des perspectives au niveau de la jeunesse. Ce sont des thèmes ô combien importants. Ils ne sont certainement pas moins importants que ceux abordés aujourd'hui. On se retrouve demain, ici, même heure, à 13h, donc, pour se connecter.